paraît-il réel, rôle et pertinence du personnage de Gabriel Rivage dans la trilogie 1984 d'Éric Plamondon. Il y a quelque temps, peu importe en fait à quand ça remonte, n'ayant guère de lecture qui attirait mon attention, j'ai pensé qu'une plongée dans les ouvrages d'Éric Plamondon pourrait dissiper les ennuyeux romans récemment traversés et revigorer mon appétit des mots. Il n'y a rien d'étonnant à la chose. Toute personne sentira un jour le besoin de traverser ces ouvrages lourdement commentés et plébiscités. La trilogie 1984 de Plamondon rassemble 3 récits biographiques. Hongrie Hollywood Express raconte le destin de Johnny Weissmuller, célèbre nageur devenu l'icône de virilité du film Tarzan. Mayonnaise relate la vie tumultueuse de l'écrivain Richard Brotigan, figure tutélaire de la trilogie entière. Et Pomme S fait de la vie de Steve Jobs, l'homme derrière Apple, la trame d'une histoire romanesque. 3 mythes américains, 3 légendes, 3 fils d'immigrants, comme le rappelle la critique de ces romans, lesquels font l'exposé des trajets chaotiques de ces figures, toutes arrimées à la charnière improbable de l'année 1984, pour la mort de Weissmuller, le suicide de Brotigan et le lancement de la société Apple par une publicité maintenant mythique. Ce chaos biographique imprègne fortement les œuvres de Plamondon. Elles sont en effet marquées par leur fragmentation. Désordre temporel, foisonnement d'anecdotes, évocations fugaces, histoires croisées, comme celle dans Mayonnaise, combinant la machine à écrire de Sholes, la machine à coudre Seigneur et le fabricant d'armes Remington. Les romans ne comportent en effet aucune ligne téléologique claire, en plus de se présenter, chaos oblige, comme des recueils de très brefs chapitres. Chaque roman compte en effet de 90 à 113 chapitres, 2 à 3 pages. Je vous ai mis un extrait ici de Mayonnaise. À cette forme fragmentaire s'ajoute une variable supplémentaire, l'espace romanesque, d'emblée occupé par l'une des 3 figures mythiques, est partagé avec les anecdotes de la vie d'un personnage un peu insaisissable, Gabriel Rivage, auquel nous avons accès à travers une narration hétérodiégétique, mais le plus souvent sous forme de récits de pensée, de narration autodiégétique. Ce personnage accapare environ la moitié des fragments de chaque ouvrage, relativisant de la sorte l'importance monomaniaque accordée au récit biographique de la figure élue. Très rapidement toutefois, malgré le caractère échevelé des tomes de la trilogie, des clés de lecture s'imposent. En témoigne leur réception immédiate, où l'on voit certes en Gabriel Rivage l'alter ego d'Éric Plamondon, plusieurs biographèmes concordent effectivement, mais s'impose surtout à la lecture ces indéniables rapprochements, pour reprendre une expression dans un article de Pascal Riendeau, entre la vie de Rivage et celle, tour à tour, de Weissmuller, Brotigan et Jobs. Le rapprochement n'est pas uniquement évoqué, il est explicitement mis en scène, narré comme une fatalité indiscutable. Dans le chapitre 1914-1984 de Hongrie Hollywood Express, 2 paragraphes superposent la violence du père vécue par Rivage et celle par Weissmuller. Je me souviens très bien de la seule gifle de mon père. Je me souviens du bruit court et sec. J'avais la joue engourdie. J'avais 12 ans. Johnny, à Chicago, sur Cleveland Avenue, c'était la baston hebdomadaire. Sa mère aussi prenait des claques. Johnny serrait les dents. Un jour, il allait le tuer, ce père monstrueux. Mais à Chicago, sur Cleveland Avenue, en 1914, un gosse battu, c'était banal. Ces coïncidences, mises en scène et revendiquées, sont nombreuses, insistant sur les destins apparentés de Rivage et du personnage mythique biographé dans chacun des romans. De même, la quête généalogique et identitaire qui sous-tend ces récits les lie avec évidence, le tout s'inscrivant dans une thèse aisément perceptible sur la réalisation de soi. Dans le chapitre initial de Hongrie Hollywood Express, le personnage fait la liste improbable de tout ce qu'il a fait dans sa vie. Le 2e chapitre de Mayonnaise liste tout ce que le narrateur ne fera jamais. Et les passages répétitifs dans Pomme S, consacrés au regard du père sur son fils, par exemple, convergent vers le chapitre final en forme de bilan et de leçon de vie. Il lui aura fallu 3 vies pour comprendre que la réussite est une fiction. Il lui aura fallu 3 destins
pour apprendre que réussir sa vie n'est qu'une question d'histoire, n'est qu'une question de réussir à raconter une bonne histoire. Il lui aura fallu 3 vies pour apprendre à raconter la sienne. Il lui a fallu 3 vies pour comprendre que le bonheur n'est qu'une fiction, que pour être heureux, il faut inventer sa vie, et que la seule façon de l'inventer, c'est de la raconter. Pas de doute, la trilogie 1984, malgré son caractère fragmentaire, soutient une vision du monde nette et accessible, et très lisible. Pourtant, narrativement parlant, ça ne colle pas. La mayonnaise ne prend pas. À tout le moins, le résultat laisse un sentiment étrange au lecteur qui peine à se saisir de ce personnage de Gabriel Rivage et à comprendre qui est ce narrateur qui commente au jeu la vie trouble de Weissmuller, Brotigan et Jobs. D'emblée, le lecteur doit négocier avec un personnage présent sous 2 espèces. Un narrateur au jeu, que l'on finit un peu par dépit et quelques recoupements par associé à celui qui est extérieurement désigné dans d'autres chapitres, comme Gabriel Rivage. Toutefois, la logique du recours à l'un ou à l'autre échappe à la déduction. Petit tableau mathématique pour le plaisir, où je vous mets le nombre d'occurrences de chapitres qui sont associés soit à une narration au jeu, soit à une narration hétérodiégétique décrivant Gabriel Rivage, le total que ça constitue, parce qu'on peut les confondre, sur le nombre total de chapitres, les autres étant généralement associés à la figure, soit Weissmuller, Brotigan ou Jobs. Ce qui fait en sorte qu'on a une présence variable dans les 3 tomes de cette figure narratoriale en comparaison avec la figure qui devrait normalement avoir le haut du pavé à l'intérieur des textes. Mayonnaise se démarque par le taux de présence du narrateur « je » et de son double Rivage, ce qui pourrait constituer une hypothèse préliminaire pour expliquer le relatif succès d'estime de ce tome sur les 2 autres de la trilogie, de concert évidemment avec la figure centrale de Brotigan qui irrigue les 3 romans. Néanmoins, Mayonnaise est celui qui laisse le moins d'espace à la figure mythique convoquée, ce qui pourrait être un irritant à la lecture, mais inversement, c'est aussi celui qui devrait laisser à ce tandem de Rivage et du narrateur-je le plus d'occasions de se déployer. Or, la densité référentielle du personnage est étonnamment faible, ici comme dans la trilogie entière. Le réseau immédiat du personnage reste souvent évanescent. En témoigne le chapitre Yiking de Pomme S, par exemple, le 3e tome, où le « je » dit avoir connu une « elle », dont on ne sait rien d'autre, en fumant des clopes à l'université, alors qu'ils étaient ensemble dans un cours de sociologie littéraire. Le lecteur n'en saura guère plus, ni sur elle, ni sur lui à cette époque, sinon qu'ils ont fait l'amour, qu'il a décidé de la quitter, sur conseil non du Yiking, qui est un livre de divination, mais d'un simple pile-ou-face. Sur le personnage lui-même, on finit bien par rassembler quelques pistes, mais son épaisseur biographique reste extrêmement marquée par sa dimension caméléon. Il se confond avec les mythes dont il relate les aléas de leur histoire. Si l'on explore un peu plus avant les traces biographiques de Gabriel Rivage, plusieurs éléments se présentent comme des indices concordants. Le cousin Luc, la conjointe Annie-Anne apparaissent dans les 3 tomes et réconcilient le narrateur « je » et Rivage, tous 2 référant de la même façon à ses personnages secondaires. Ainsi en est-il de la famille immédiate, ses parents sont séparés, et son parcours de vie. Après ses études, il accompagne Annie-Anne en France pour s'y établir. Certaines anecdotes traversent les tomes. Pensons à cette visite à Hollywood dans le cadre d'un congrès qui est évoqué au jeu dans un chapitre de Hongrie Hollywood Express et associé à Rivage dans un chapitre de Pomme S. Ces différents recoupements pourraient conduire à superposer ce narrateur-je très présent et la figure plus sporadique de Gabriel Rivage. Cette superposition serait effectivement possible et souhaitable si ce n'était d'autres éléments, indices, incohérents entre eux. Certains pêchent par manque de précision. Ainsi, des études menées par le personnage, ici littérature, mentionnée à plusieurs reprises, là génie électrique dans Pomme S. Orientations qui paraissent contradictoires, mais qui pourraient être simplement des programmes différents suivis consécutivement. Mais on n'en sait rien. Pareil brouillage entoure la vie professionnelle du personnage, ici marketing, là informatique, là encore professeur à l'Université de Toronto. C'est davantage sur des éléments référentiels que le bas blesse, à commencer par la naissance du personnage. Dans Hongrie Hollywood Express,
la circonstance de la conception est dépourvue de toute ambiguïté. Gabriel Rivage a été conçu en mai 68 au fin fond d'une forêt canadienne. À Paris, on jouissait sans entrave. Sa mère, serveuse dans le seul hôtel d'une réserve forestière, avait succombé au charme d'un chef de chantier. Gabriel est né le 13 février 69, le jour où le Front de libération du Québec a fait exploser une bombe à la Bourse de Montréal. Dans Mayonnaise, la généalogie confuse de Brotigane, qui a appris à la fin de l'adolescence que son père n'était pas son géniteur, est l'occasion d'un long parallèle avec Rivage, qui se révélera également avoir un géniteur mystérieux, en l'occurrence Brotigane. Après un récit de la rencontre à Toronto entre sa mère et un Brotigane passablement éméché, il résume. Né le 13 février 1983 à Montréal, je suis le bâtard de Brotigane. Personne ne s'en souvient sauf ma mère. L'année de mon premier anniversaire, il s'est suicidé, en 84. Je suis le fils de Richard Brotigane. Non seulement le récit originel n'est pas identique, mais les dates de naissance varient de 14 années. Les questions de l'origine problématique et des filiations diverses sont très certainement centrales dans la trilogie de Plamondon, mais cette préoccupation est ici poussée, vous en conviendrez, à une limite un peu extrême. De même, l'évocation de la mort de Rivage dans le premier tome, Hongrie Hollywood Express, jette-t-elle un doute immense sur la cohérence de l'ensemble, son accident de voiture contre un pilier de viaduc d'autoroute à 178 km/h, laissant peu de place pour un scénario autre que le décès du personnage. Ces éléments factuels discordants discréditent, du moins partiellement, les efforts parallèles de concordance entre le narrateur Je et Gabriel Rivage. On aura remarqué que les hiatus surviennent entre des chapitres narrés par chacun d'eux, et jamais au sein des chapitres assumés par une même posture narratoriale. On se met dès lors à douter, comme lecteur, de notre interlocuteur. Gabriel, notre guide fidèle, mais pas toujours fiable, à qui il arrive de parler de lui-même à la troisième personne ou de dire « je » à la place d'un autre. D'autant que tout lecteur, un peu suspicieux, ne trouvera guère de différence stylistique entre les chapitres attribués à des narrateurs distincts, si ce n'est des marques d'oralité dans la narration autodiégétique. Côté récit, la trilogie ne semble pas plus résister à l'examen. Le personnage de Rivage démontre une très faible autonomie. On résumera en soulignant qu'il n'a pas d'histoire qui lui soit propre, les événements qui l'impliquent s'inscrivant plus souvent qu'autrement en écho simple avec les rebondissements vécus par les trois figures mythiques. C'est dire à quel point l'intrigue attendue d'une trame romanesque ne se tisse pas autour de lui. Se tisse-t-elle même sans lui? On peut se poser la question. Le personnage ne semble pas doté d'une direction quelconque, étant dépourvu d'intentionnalité claire. Cherche-t-il, oui, à réussir sa vie ou à se plaindre d'avoir échoué? Cela ne trouve pas à s'incarner dans un agir saisissable et déterminé. Du point de vue actentiel, Rivage apparaît plutôt comme un pur figurant, qui se fait prendre à la limite à surfigurer. En regard de Westmuller, Brotigane et Jobs, il se définit nettement selon une logique du faire-valoir. Sa présence est une façon de renforcer certains de leurs traits, de leur dynamique mise en évidence par la narration. Per Groenson, s'intéressant au profil de traits associés à des personnages, endosserait probablement ici l'usage de son terme de charactant, qui désigne a subject, an actant, having the function of predicating another subject. Quoi voir d'autre, sinon dans tous ces parallèles immédiats, entre une réalité, somme toute, bénigne chez Rivage et un événement traumatisant chez son vis-à-vis. Nouvel exemple, dans Mayonnaise, c'est la nuit. Gabriel fait un cauchemar, il se réveille, il appelle son père, il vit seul avec lui. Il n'y a pas de réponse. Il se lève. La maison est vide, il a peur, il téléphone à sa grand-mère, elle le rassure. La panique s'estompe. Il entend son père qui revient, il était simplement allé acheter du lait. Depuis cette nuit-là, le lait du matin a un drôle de goût. Un jour, la mère de Brotigane est partie pendant 3 jours. Elle a enfermé ses 2 enfants dans une chambre d'hôtel. Richard avait 10 ans, sa sœur en avait 5. Depuis ce jour-là, la vie a un drôle de goût. On voit peu à peu s'imposer dans ce type de mise en scène, non plus l'effet personne décrit par Vincent Jouve, mais plutôt le personnage comme pion, le personnage comme rouage narratif dans une histoire qui laisse trop voir sa mécanique. Un personnage comme pion, d'ailleurs, qui ne respecte pas tout à fait les règles du jeu.
En pareille circonstance, le lecteur ne serait pas blâmé d'émettre une hypothèse que l'on gagnerait peut-être d'ailleurs à formuler plus souvent, celle que les romans connaissent ici des ratés. La présence de différentes formes de décrochage narratif, l'expérience de rendu incohérent du personnage sous ces deux espèces, généralement acceptables dans une œuvre thématisant et réinvestissant ses modalités formelles, apparaissent dans 1984 insuffisamment systématiques dans leur manquement. L'hypothèse reste néanmoins choquante à formuler, choquante à l'endroit de l'œuvre littéraire qui est visée, bien sûr, choquante aussi aux yeux du lecteur qui s'y résigne, à défaut d'autres hypothèses plus convaincantes. Je ne trancherai pas ici, car l'enjeu ne réside pas dans l'éventuelle confirmation de cette hypothèse. M'intéresse ici plus particulièrement le fait que cette dérape est au final fort indicative des pratiques du récit contemporain et de leur définition du protagoniste. Les trois romans de Plamondon incarnent lourdement la piste de la saisie d'une identité à travers le geste du récit. À cet égard, la finale de Pomme S, vous l'aurez senti, tend à trop lisser cette saisie autonome de son propre destin par sa mise en mots, même si sa formulation, pour ceux qui ont lu, vous en souviendrez, s'inscrit à travers les hallucinations d'un trip de LSD de Gabriel Rivage. La version projective de cette thèse adressée à son fils de 10 ans est tendre, mais combien naïve dans son opérationnalité. J'espère qu'il réalisera ce qu'il considère comme souhaitable. J'espère qu'il se racontera une belle histoire. Cette projection en avant ne doit pas masquer le fait, généralement admis par ailleurs, que le geste du récit de soi est inévitablement rétrospectif. Dans le contexte particulier de cette trilogie, ce fait est à l'origine du constant hiatus entre être et avoir été. Être définit l'individu au présent ou à travers sa médiation par des figures mythiques, alors qu'avoir été s'inscrit dans le récit, dans la construction de soi, dans un modelage actif de son identité, possible par la configuration ricoeurienne de ses actions. De fait, Weissmuller, Brotigan et Jobs ne sont que ce qu'ils ont été, et donc ce que l'on en a raconté. Ils accèdent à leur statut mythique par le truchement du récit que l'on propose de leur démesure, l'un et l'autre s'appelant et se confondant. Les romans de Plamondon se lisent comme des prises de conscience aiguës de ce hiatus, l'être n'étant possible qu'au moment de le considérer comme un avoir été. Du point de vue romanesque, on pourrait ainsi déduire que ce hiatus interdit la position même de héros. L'exemple de la trilogie 1984 illustre qu'il ne pourrait plus y avoir que des super-héros. Considérés d'emblée comme des mythes, ces personnages apparaissent comme plus grands que nature. Leur hybris, mu par des facteurs aussi disparates qu'invraisemblables, les définit profondément, commandant leurs gestes tout à la fois qu'elle établit le caractère extraordinaire des personnages. Plus encore, leur intentionnalité et leur agir semblent bien se confondre avec leur identité et leur statut de super-héros. Le narrateur jeune sait comment distinguer les faits et leur incidence sur la perception du personnage. Dans Pomme S, le mythe du garage est au rêve américain ce que le mythe de la caverne est à la philosophie occidentale. Enfin bref, les débuts d'Apple dans le garage des parents de Steve Jobs, ce n'est pas juste une bonne histoire, c'est carrément génial, de l'ordre du mythe. Cette fusion-confusion entre la figure mythique et son récit déporte le personnage du côté d'une dimension surnaturelle. En regard de ces êtres cryptonautiques, il semble pouvoir y avoir que des gens ordinaires, de la bouille de Gabriel Rivage. Ils sont ordinaires par leur vie non téléologique, que l'on peine à raconter. Ordinaires tout autant par l'absence d'autonomie de leur identité. Ces personnages ordinaires, sous-héros, se construisent constamment en fonction de figures, de modèles, de configurations prédéterminées, socialement, idéologiquement, culturellement. Gabarits qui leur sont tous, bien sûr, antérieurs et contraignants dans l'établissement de leurs agirs. Intégrant peu à peu la mort de son père tiré à bout portant par un fou alors qu'il se trouvait en position gênante dans un club échangiste, Rivage apprend de sa mère que cet homme n'était pas son père biologique. Rivage rentre chez lui, il pense au père mort.
Il pense au père biologique. Il se sent pris dans un drôle de filet. C'est l'histoire d'un bâtard avec un père. Être ordinaire, capturé par le scénario d'un film de série B, cet homme ordinaire n'a pas de contenance, de cohérence possible. Il est soumis aux aléas des variations, des hoquets du discours qu'il raconte, projetant son être dans une antériorité, un avoir-été qui ne lui est pas totalement propre. L'identité du personnage se définit à travers ses différents gabarits, ses manières d'être, d'emprunt. On lui attribue une identité par procuration. Si les super-héros comme Westmouler, Brotigan et Jobs sont des êtres porteurs de leur propre nature, toute démesurée et irréelle soit-elle, le personnage ordinaire que constitue Gabriel Rivage ne se définit en creux que par les fictions qui l'habitent. Des fictions qui se rencontrent, certes, mais qui surtout s'entrechoquent, qui se contredisent, entravant de la sorte toute tentative de modeler un individu ici unique, singulier, là, cohérent, stable, identique à lui-même. La réalité de cet homme ordinaire est ainsi issue de la négociation difficile des fictions qu'il compose. Le réel est de toutes parts parasité par la fiction. Le récit contemporain, sensible aux modalités propres de ces différentes formes humaines, n'en témoigne guère qu'au prix d'une représentation qui, conséquemment, ne saurait être totalement lisse. C'est peut-être là une piste de rédemption permettant une saisie plus juste de cette trilogie, marquée par l'image des cercueils de ces êtres surnaturels flottant autour du destin de Gabriel Rivage, témoin privilégié par sa vie même de ces figures ayant incarné le grand mythe américain. Appelons-le plutôt Ismaël. Merci.